Bonjour. Bonjour. Alors le webinaire est enregistré. Hem, Si vous ne voulez pas paraître à la caméra, vous laissez vos caméras coupées. On vous enverra aussi le replay du webinaire quand, Bonjour. on aura finalisé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour Margot. Ah, je l'ai vu et puis je ne vois plus. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est Sandrine Scholl, l'infirmière du centre de vaccination. Et puis, il y avait Enchantée. l'interne Margot Savin qui était connectée par là. Je l'ai vu tout à l'heure, mais peut-être essayer de connecter. Elle s'est peut-être déconnectée, oui. Ouais. Elle revient. Hmm. Voilà. On va patienter un petit peu, les autres attendre les autres participants. Hmm. Je crois que madame Serin a des petits soucis de connexion. On doit être combien du coup de participants là? Une quinzaine, Quinzaine. oui. Mais déjà, madame Savin a du mal à se connecter apparemment. Vu que c'est la première fois que je fais ça. Vous en sortez bien. Bon, ça va, ça va. Pour l'instant, on est bien. C'était pas trop compliqué.
On va attendre encore peut-être 5 minutes et ensuite on va démarrer. Oui, ok. Ça fera peut-être venir tout le monde. Mm. Juste un petit doute, tout le monde a reçu le lien? Oui, à part une personne, parce que je viens de m'apercevoir qu'elle avait mal orthographié son adresse mail. Je lui renvoie de suite. Mhm. En espérant que ça va pas dans leur spam. J'espère. Mm. Ça avait coupé, c'est bon. Oui, il y a vraiment un grand problème sur son adresse, en fait. On va peut-être commencer, si vous le voulez. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier webinaire sur les nouveautés du calendrier vaccinal dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination. Je suis Sophie Istria, la documentaliste de promotion en santé corse et en charge du dossier sur la Semaine européenne de la vaccination. Et je vous remercie d'être présent ce soir pour justement être avec nous, pouvoir discuter des nouveautés du calendrier vaccinal 2025 avec nos deux intervenants, le Dr Abba Mahamat et Dr Rosaline Arikazad. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Alors, du coup, c'est moi qui vais commencer. Donc, on va faire aujourd'hui un petit récapitulatif
non pas sur le calendrier vaccinal actuel, mais sur toutes les nouveautés, sur toutes les nouvelles recommandations du calendrier vaccinal. Avec essentiellement des vaccins qui sont devenus obligatoires pour les nourrissons, les vaccins contre les méningocoques. Tout d'abord, la vaccination contre le méningocoque ACYW135, qui devient obligatoire aujourd'hui et qui remplace la vaccination contre le méningocoque C, avec une vaccination à l'âge de 6 mois qui est recommandée avec le vaccin Nimenrix, et un rappel à l'âge de 12 mois avec le vaccin Nimenrix ou Menkatfi. J'ai peut-être été trop vite. Je ne sais pas, je suis là ou j'avance? Vas-y, tu peux avancer. D'accord. Voilà, ok, c'est bon. Et dans l'éventualité où ces vaccins n'ont pas pu être faits, un rattrapage entre 12 et 24 mois. En ce qui concerne le méningocoque B, la vaccination se fait avec le Bexsero. L'obligation vaccinale doit se faire à 3 mois, 5 mois et 12 mois, et un rattrapage jusqu'à l'âge de 2 ans pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Ça, c'est ce qui concerne les obligations vaccinales. Tous les changements du calendrier vaccinal, tous les autres changements ne sont que des recommandations, mais des fortes recommandations avec des recommandations qui changent concernant les méningites, les pneumocoques, la vaccination contre la coqueluche, le VRS, rougeole, oreillon, rubéole, la dengue et le Mpox en ce qui concerne la France. Alors, tout d'abord, les vaccinations contre les méningocoques ACYW135. Vu l'épidémie actuelle et les nombres de cas qui ne cessent d'augmenter sur le continent français, il y a une recommandation de vaccination jusqu'à l'âge de 24 ans révolu. C'est l'occasion pour nous de préciser que même si aujourd'hui, bon nombre de professionnels de santé ont l'autorisation de vacciner, en ce qui concerne cette vaccination, si elle est faite pour des voyageurs à destination d'Arabie Saoudite, elle doit absolument être faite en centre international, puisqu'il y a un carnet de vaccination spécial, le carnet de vaccination international, qui doit être délivré avec ce vaccin. Ensuite, les changements concernent le vaccin contre le pneumocoque, avec un nouveau vaccin, le Prévenard 20, qui aujourd'hui est indiqué pour les personnes âgées de plus de 65 ans et ou avec des facteurs de risque. Devant la recrudescence des infections de coqueluche, avec un nombre de décès particulièrement élevé chez les nouveau-nés et les nourrissons, il y a des recommandations qui changent concernant l'entourage de ces nourrissons, de ces nouveau-nés. La vaccination a été déjà recommandée pour les moins de 25 ans qui avaient été vaccinés plus de 5 ans auparavant. Aujourd'hui, la recommandation existe aussi pour les patients de plus de 25 ans dans l'entourage, si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse ou si la vaccination de celle-ci date de moins d'1 mois avant l'accouchement et s'ils ont été vaccinés il y a plus de 5 ans. Autre changement, enfin, ce n'est pas vraiment un changement, c'est la continuité de 2024. Dans le cadre d'une urgence sanitaire, la vaccination des professionnels ayant une vaccination de plus de 5 ans est indiquée aussi. On va passer au VRS. Donc, aujourd'hui, pour la femme enceinte, il y a une indication de vaccination entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. La vaccination doit se faire en amont de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période avec le vaccin Abrysvo.
On a une indication de vaccination aussi pour les personnes qui sont âgées de plus de 75 ans et pour les personnes de 65 ans, de plus de 65 ans, qui ont une pathologie respiratoire ou une pathologie cardiaque. La vaccination pour les adultes peut se faire avec les 3 vaccins qui sont mis à disposition actuellement. Autre changement de recommandation ou poursuite de recommandation, plus exactement, pour la rougeole au rayon rubéole, pour les patients qui sont nés après 1980, 2 doses de ROR sont indiquées. Pour les patients qui sont nés après 1980, mais qui ont reçu la première dose de vaccination avant l'âge de 1 an, ce sont par contre 3 doses qui sont indiquées. Je vais quand même parler de la dengue, même si elle ne concerne que les gens qui vivent aux Antilles, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. C'est une vaccination qui est recommandée pour les enfants de l'âge de 6 à 16 ans et qui ont des antécédents de dengue, et qui est recommandée aussi pour les 17-60 ans en cas de comorbidité. En ce qui concerne le Mpox, on a 2 types de vaccinations qui peuvent être proposées, une vaccination préventive et une vaccination réactive pour les personnes contacts à risque, pour les personnes immunodéprimées qui ont un contact étroit avec une personne contact à risque. Pour toutes les recommandations, on les a déjà toutes passées en revue. J'aurais aimé insister sur la traçabilité, sur le fait qu'aujourd'hui, plusieurs professionnels sont autorisés à faire ces vaccinations, mais qu'il est important d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire qu'on voit souvent arriver les patients sans nom de vaccin, sans numéro de lot. Donc, j'insiste bien sur le fait que pour savoir exactement ce qui a été fait, on doit absolument délivrer un carnet de vaccination aux patients avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le nom et la signature du professionnel de santé qui a administré ce vaccin. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Mahamat pour la revue de la littérature. Merci beaucoup, docteur Marie. Donc, alors moi, c'est Abba Mahamat, je travaille à l'hôpital d'Ajaccio, pour peut-être ceux qui ne me connaissent pas. Comme le docteur Marie, on est aussi centre de vaccination du centre hospitalier d'Ajaccio et aussi centre de vaccination internationale du voyageur de la Corse du Sud, ou également centre anti-rabique de la Corse du Sud. Alors, je vais pas refaire les recommandations et ce que a déjà dit ma collègue. Je vais juste insister sur les petites innovations ou des dernières connaissances concernant certains vaccins qui ont déjà été présentés. Là, je démarre avec le vaccin contre le zona. Qu'est-ce qu'il y a de neuf contre le zona? Parce qu'on a déjà eu un vaccin contre le zona qui s'appelle Zostavax, qui a été arrêté. C'est un vaccin vivant atténué qui a l'inconvénient de ne pas être administré chez les gens immunodéprimés. Et puis, on a vu quand même que l'efficacité n'était pas si terrible que ça. Et là, maintenant, je vais en parler tout à l'heure, on a quand même un vaccin un peu nouveau qui apporte quelque chose. Alors, je vais quand même revenir juste sur un diapo sur le zona. On sait qu'on estime qu'environ plus de 99% de personnes nées avant 1980 ont été exposées à la varicelle ou ont fait de la varicelle. Et tout part de là, dans la petite enfance, quand on fait la varicelle, le virus passe dans le sang, c'est-à-dire une virémie, il va se loger dans la colonne vertébrale, et puis sous une forme qu'on appelle une forme latente, c'est-à-dire il ne bouge pas. Et à l'occasion, on va voir de la baisse de l'immunité cellulaire, parce que en fait, ce qui maintient le virus au niveau de la colonne vertébrale qui ne bouge pas, c'est vraiment l'immunité cellulaire. Et cette immunité cellulaire, dès qu'elle va baisser, on verra, principalement lié à l'âge, c'est-à-dire l'âge, on connaît, mais il y a aussi d'autres facteurs. Et là, on va faire le zona. Le zona que vous connaissez, je vous présente quelques données et ses complications.
que ce soit les névralgies post-zostériennes vraiment terribles ou alors du zona ophtalmique. Donc, il y a un nouveau vaccin qui va prévenir, en tout cas, on verra tout à l'heure, qui est assez efficace, qui par l'augmentation de la réponse immunitaire cellulaire contre le virus qu'on appelle le virus zona varicelle virus. Donc ici, à droite, vous voyez bien qu'il y a, c'est avec la baisse de l'immunité cellulaire que là, avec l'âge ou d'autres facteurs, immunodépression, etc., que le zona va s'exprimer. Donc, très rapidement, ce nouveau vaccin, qu'est-ce qu'il a? C'est un vaccin recombinant à qui on a ajouté un adjuvant. Vous vous rappelez bien du SARS-CoV, maintenant on commence à connaître les glycoprotéines spike, les spikes, les petites piqûres, là, les épingles qui sont autour du virus. Là, c'est l'antigène glycoprotéine 2 du VZV associé à un adjuvant qui permet de booster la réponse immunitaire cellulaire et ces anticorps vont maîtriser le virus et permettre d'éviter le zona. Donc, ce vaccin a été efficace chez les personnes immunocompétentes, que ce soit à plus de 50 ans, à plus de 70 ans, quel que soit l'âge, on voit bien que ça protège contre l'incidence du zona par rapport au placebo, hein, par rapport à l'absence. Donc, c'est quand même une efficacité à plus de 90%, qui est quand même pas mal. Après, ce vaccin aussi s'est avéré efficace contre les complications du zona, que ce soit les douleurs post-zostériennes ou alors les autres complications non douloureuses, type ophtalmo, etc. Il est aussi Il a été prouvé efficace chez l'immunodéprimé, que ce soit une immunodépression due à une pathologie humorale, hémato, ou alors après post-allogreffe de cellules par les cellules hématopoïétiques. Là, pareil, hein, que ce soit le zona ou ses complications. Alors, chez les patients, chez les personnes immunodéprimées, pas prise de traitement, là, on voit aussi, même si l'efficacité n'est pas aussi importante que dans les autres cas, mais on voit quand même que le vaccin est quand même assez efficace, que ce soit, quel que soit le type de traitement, les biothérapies, les JAK, ou alors les corticoïdes à forte dose. Alors, sur le plan pratique, je ne reviens pas sur le schéma vaccinal avec 2 doses, hein, avec un intervalle de 2 mois entre chaque dose, mais cet intervalle peut être réduit quand on est pressé dans certaines circonstances. Alors, autre nouveauté, ce qu'il faut voir aussi par rapport à ce vaccin, c'est que ceux qui ont déjà reçu le Zostavax, on peut vacciner avec le Shingrix 1 an après le Zostavax. Pour des personnes qui vont faire des zonas à répétition, on peut vacciner dès la guérison de l'épisode du zona. Et puis, pour ceux qui vont démarrer une immunothérapie suppressive, on avait vu que c'est quand même un peu moins efficace. C'est pour ça qu'il faut démarrer déjà, faire la vaccination au moins, dans l'idéal, 2 semaines avant le début du traitement immunosuppresseur. Pour les femmes allaitantes, normalement, c'est pas indiqué, c'est pas vraiment pensé, mais dans certaines circonstances, ça peut se discuter au cas par cas. Enfin, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant l'innocuité et la sécurité de ce vaccin? C'est que ça entraîne des effets indésirables mineurs comme tout vaccin, locaux, type douleur, rougeur, ou alors systémique avec une fatigue, fièvre, de myalgie ou un peu de céphalée. Mais ça, c'est réversible dans la semaine. Et puis les effets indésirables graves qui ont été notés, en fait, il n'y a pas eu, et non seulement l'incidence est faible, mais on n'a pas de différence dans le groupe placebo. Ça veut dire que très certainement, cet effet indésirable grave n'est peut-être pas lié forcément au vaccin, puisqu'on retrouve aussi dans le bras placebo. Alors, on va voir le vaccin contre le VRS. Là aussi, je ne reviens pas dessus. Le fardeau des infections VRS, tout le monde connaît, c'est vraiment terrible chez les enfants de moins de 2 ans, à type de bronchiolite, parce que tout simplement, le système immunitaire immature chez les enfants et ils sont protégés à cet âge que par les taux d'anticorps maternels, qui peut être très variable. Chez les personnes immunodéprimées, adultes ou enfants, ils sont aussi exposés à des infections graves à VRS. Principalement les pathologies chroniques cardiaques ou pulmonaires ou alors les prises d'immunosuppresseurs.
Les personnes âgées aussi, on avait vu que sont exposées aussi aux infections graves de VRS. Alors, le VRS a développé des mécanismes qui permettent d'échapper à la réponse immunitaire, et c'est pour ça que le vaccin ou les anticorps qu'on va apporter permet de protéger. Alors ici, bon, je vais aller très rapidement, tout le monde le sait, le diagnostic est essentiellement clinique. On peut faire le test pour confirmer par des PCR, mais il n'y a pas de traitement spécifique, c'est que des traitements de support, de soins de support. En type de prévention, les vaccins recombinants qu'a présenté le docteur Nari déjà, avec ou sans adjuvant. Avec adjuvant, c'est la Rexvi, sans adjuvant, c'est la Brisvo, qu'on utilise aussi chez la femme enceinte pour protéger l'enfant dès la naissance. Mais aussi, les anticorps monoclonaux, par exemple le Nirsevimab ou Beyfortus, qui a été qu'on adresse, qu'on apporte sous forme de perfusion chez le nourrisson, c'est un traitement préventif relativement efficace, on va voir tout à l'heure, avec l'expérience qu'on a connue en France. Par exemple, l'hiver 2022, il n'y avait pas encore Beyfortus, on a connu une épidémie sévère de bronchiolite. Il n'y avait pas de place d'hospitalisation dans les services de pédiatrie. Il y a eu une AMM européenne en novembre 2022, en même temps, c'est-à-dire au dernier hiver sévère de bronchiolite. Ensuite, dès l'automne 2023, en France, on a eu la Beyfortus. Et on a utilisé Beyfortus en l'hiver 2023-2024 et 2024-2025. Ça a été un succès tout de suite parce que les mamans ont le nez, elles savent, ils ont déjà eu des enfants qui ont fait de bronchiolite. À partir du moment où on leur a dit il y a quelque chose, mais elles n'ont pas hésité tout de suite. C'est-à-dire, sur 700 000 naissances enregistrées en France, quasiment 600 000 doses ont été utilisées. Alors, il y a eu même des ruptures, etc., qui expliquent que quasiment tous les enfants n'ont pas eu. Mais elles ont bien fait, les mamans, de vacciner les enfants parce qu'on a vu très rapidement, dès le premier hiver, que c'était efficace et l'hiver suivant aussi. Et il y a une étude qui a été confirmée par une étude qui vient de sortir le 1er mai dans le Lancet sur le cohorte des nourrissons de 5 pays, France, Italie, Espagne, Luxembourg et États-Unis. Et ça, cette étude a montré que Beyfortus a été associé à une réduction de au moins 83% d'hospitalisation des enfants. Et aussi une réduction dans les hospitalisations en réanimation. Et aussi la même chose dans l'incidence d'infections respiratoires de voies inférieures, d'environ 75%. Alors, il y a toujours la discussion entre, en tout cas pour les femmes enceintes, avec leur gynéco, pédiatre ou le médecin vaccinateur, de choisir toujours entre soit la Brisvo, où on vaccine la maman, et auquel cas l'enfant est protégé, ou alors on perfuse le Beyfortus à l'enfant dès la naissance. Il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas une méthode, entre guillemets. Bon, voilà, je vais vous présenter les avantages. De deux côtés, c'est quand même efficace. Pour la Brisvo, l'enfant est protégé dès la naissance par les anticorps neutralisants. L'inconvénient, c'est que ces anticorps peuvent être variables pour des raisons physiologiques. Peut-être toutes les femmes ne vont pas exprimer le même taux, le niveau de taux d'anticorps. Et quand il y en a très peu, l'enfant peut être moins bien protégé. Et puis, surtout que le taux d'anticorps maternel qui permet de vacciner l'enfant va quand même diminuer avec le temps. Ça sera plus faible après 6 mois. Et puis, pour l'avantage des anticorps monoclonaux, c'est que non seulement c'est sécure, c'est efficace et c'est tout de suite disponible. L'inconvénient, c'est que si on ne perfuse pas trop tôt, en période épidémique, l'enfant peut faire peut-être la bronchiolite avant d'avoir l'efficacité d'être protégé par le Beyfortus. Et puis, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'une résistance vis-à-vis de cet anticorps.
Le vaccin contre le pneumocoque, là, pareil, le fardeau important des infections invasives par pneumocoque. Le pneumocoque, c'est des bactéries de cocci gram-positifs qui sont sous forme de hama. Il y a au moins 107 sérotypes identifiés, dont 40 associés à des infections invasives à pneumocoque. Et surtout, pour les 15 sérotypes ont été associés à plus de 83% de ces infections. Donc, la distribution, comme je le rappelle ici, est très variable en fonction des régions, de la présence des gènes résistants entiers, etc., de l'âge, etc. Là, je ne reviens pas sur les différentes infections provoquées par les infections par le pneumocoque. Ici, je voulais quand même voir un peu l'épidémiologie en France. On a vu quand même, après l'arrivée du Prevnar 13, il y a une baisse, que ce soit tous âges, des infections à pneumocoque, mais on a observé une recrudescence, une augmentation de taux d'incidence à partir de 2013-2014, en tout cas après 2015 nettement. Et ici, on a eu un semblant de baisse, mais c'est lié à la pandémie Covid. Puis, après la pandémie Covid, l'incidence repart à nouveau. Pourquoi? Alors, quand on a analysé les infections ces dernières années, on s'est aperçu quand même que c'était quand même beaucoup plus dû au sérotype 3, 22F, 33F. Et en analysant, on voit que dans la composition du Prevnar 13, il manque ces sérotypes, le 22F et 33F. C'est pour ça que là, il y a eu développement de nouveaux vaccins à valence 15, 23 existait déjà, et surtout le Prevnar 20. À venir, il y a le Prevnar 21 aussi, qui n'est pas encore disponible en France, mais qui n'a pas reçu l'AMM, mais très prochainement, peut-être on aura affaire à ce nouveau vaccin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il suffisait, entre guillemets, de remplacer le Prevnar 13 par les autres vaccins et puis de les positionner en fonction de la nouvelle recommandation. Donc, chez les nourrissons, c'est vrai que de nos jours, c'est quand même beaucoup plus intéressant de positionner le Vaxneuvance, c'est le vaccin, le Prevnar 15, versus le 13. Chez l'enfant et adolescent, à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque, on peut garder le schéma séquence Prevnar 13 plus 2 mois après, Pneumo 23. Parce que quand vous voyez ici, le Prevnar 23, apporte déjà quasiment la même chose que le Prevnar 15. Donc, du coup, on peut garder ce schéma-là ou alors utiliser le Vaxneuvance plus le Pneumo 23. Chez l'adulte, là, par contre, il y a quand même un changement très radical. Le plus de 65 ans, on fait une dose de Prevnar 20 et que l'ancien schéma, le Prevnar 13 plus le Prevnar 23, peut être remplacé par une seule dose du Prevnar 20. Le vaccin contre la grippe. Alors là aussi, fardeau énorme, chaque épidémie, chaque hiver, 9000 décès en France, au moins plus de 90% chez les plus de 65 ans. Les hospitalisations, on n'en parlons pas, après le passage aux urgences. Pour la saison 2023-2024, près de 10 000 personnes hospitalisées et la saison qu'on vient de vivre, il y a eu quasiment le double du taux d'hospitalisation. Alors, pourquoi? Je reviendrai tout à l'heure plus tard. Alors, en termes de vaccins disponibles, là, actuellement, on a 3 catégories de vaccins disponibles. Les vaccins inactivés à dose standard, ça dit 15 microgrammes d'hémagglutinine. Il y a les vaccins tétravalents qu'on a utilisés jusqu'à l'hiver dernier, Influvac Tetra, Vaxigrippe Tetra et Flurarix Tetra, qu'on a moins utilisé nous. Là, maintenant, pour l'hiver prochain, je pense qu'on va avoir affaire à des vaccins trivalents, inactivés à dose standard, c'est-à-dire l'Influvac, mais pas l'Influvac Tetra, le Vaxigrippe et puis le Flucelvax, qui n'est pas encore commercialisé en France, mais peut-être d'ici l'épidémie, d'ici l'hiver prochain, peut-être qu'on l'aura. Et puis, il y a aussi le vaccin inactivé hautement dosé, Effluelda, qu'on a eu l'hiver 2023-2024,
et qui a disparu. Est-ce que c'est le fabricant qui a arrêté? Bon, en tout cas, ça a une histoire de prix qui fait que finalement, on n'avait pas positionné l'hiver dernier et qui va être à nouveau disponible pour l'hiver prochain. Et puis, un vaccin avec adjuvant qui booste aussi l'efficacité, le Fluad, qui lui est à dose standard. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de recommandations? Au vu des épidémies qu'on a vues, avec l'absence de vaccins hautement dosés, et puis peut-être qu'il y aura des résultats, des données qui vont faire peut-être le lien de causalité, mais pour l'instant, il y a juste une association entre l'arrêt des vaccins hautement dosés et puis une augmentation quand même de taux d'incidence d'hospitalisation qui fait qu'on va réutiliser à nouveau les vaccins hautement dosés ou adjuvantés. Et l'AHAS vient de sortir des recommandations pour positionner de façon très claire le vaccin Efluelda et Fluad de façon préférentielle chez les plus de 65 ans par rapport au vaccin à dose standard. Que le vaccin adjuvanté et le vaccin hautement dosé sont à positionner de façon équivalente. Et que on rappelle toujours que c'est pas parce que on recommande le vaccin Efluelda et Fluad que les vaccins à dose standard sont exclus de la stratégie. Ça aussi, il y a des endroits où on ne pourra pas l'avoir, non seulement en termes de coûts, etc., mais on peut toujours utiliser le vaccin à dose standard, bien sûr, chez les plus de 65 ans. Le vaccin contre le papillomavirus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la dernière recommandation, la mise à jour, là aussi, de la Haute Autorité de Santé. Jusqu'à présent, on sait que ce vaccin est recommandé chez les jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans révolus et que on rattrape jusqu'à 19 ans révolus avec 3 doses. En 2016, il y a eu quand même une extension chez les personnes, les HSH, les hommes qui ont de relations avec les hommes, jusqu'à l'âge de 26 ans. Mais ça cause quand même un problème de divulgation de l'orientation sexuelle pour être remboursé, soit auprès du pharmacien d'officine, soit auprès de la Sécu. Et puis surtout, qu'on a quand même, on a toujours un faible taux de couverture en France. Le problème, tous ces paramètres font que la HAS recommande quand même d'élargir la cohorte de rattrapage chez les hommes et femmes jusqu'à l'âge de 26 ans révolus, sans distinction d'orientation sexuelle. Voilà, j'ai fini. Et puis, on est à votre disposition pour les échanges. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Vous pouvez aussi lever la main et demander en direct à nos participants. Moi, j'avais une petite question par rapport aux zonas. Oui. Sur le calendrier vaccinal, on voit que les recommandations commencent à 65 ans et plus, mais du coup, dans votre présentation, on a vu qu'on pouvait aussi le faire à partir de 50 ans. Mais est-ce que c'est une recommandation ou c'est parce que c'est spécifique par rapport à une certaine maladie? Non, non, Ou alors, non, parce oui. qu'on a déjà eu la varicelle et que dans ce cas-là, on est suivi plus précisément? Oui, non, mais bonne question. C'est-à-dire, en fait, bon, ça, c'est les études, en fait, qui ont validé le vaccin que j'avais présenté à partir de 50 ans, mais la recommandation ne change pas, c'est ce qui a été présenté. Mais effectivement, chez les patients immunodéprimés, on peut le faire un peu avant, ouais. Un peu D'accord. avant 65 ans. Je vois monsieur Bruno Ménager qui vous demande si le pneumo 23 perd de l'efficacité avec le temps ou avec les rappels. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Pendant longtemps, on a essayé de rajouter le Pulmo 23 avec le Prévenant 13 pour essayer de matcher le plus. Mais quand on a vu le dernier épidémiologie, attends, je vais remettre le, la description des sérotypes.
Attends, je suis où là? Hop, 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 hop. Ouais. Oui, quand on voit le, les stéréotypes, on ne comprend pas pourquoi, malgré... non, finalement, on a préféré positionner le prévenant 13 d'abord chez les enfants, puis le prévenant 15 plutôt que le prévenant 23. Mais par contre, on utilise quand même chez les immunodéprimés. Parce que ça comporte quand même beaucoup de stéréotypes assez intéressants, c'est-à-dire le 2, 8, le 17F, le 20, qui ne sont pas dans dans le Prevnar 15, c'est-à-dire dans Vaxneuvance. Non, c'est quand même assez intéressant, oui. Mais on ne l'utilise pas seul, quoi. Ça, c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué aussi. Alors, il y a une question aussi sur les méningocoques. Ils sont obligatoires, mais dans le bulletin officiel, il y a écrit recommandé jusqu'à l'âge de 3 ans et 5 ans. Puis-je avoir plus d'informations? Alors, ils sont obligatoires avant l'âge de 2 ans. La vaccination contre les méningocoques est obligatoire avant l'âge de 2 ans. En contrepartie, ensuite, elle est fortement recommandée, mais pas obligatoire. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je vous remercie. Je vois aussi Monsieur Bruno Ménager qui nous dit qu'il faut booster le Beyfortus qui est insuffisamment fait en Corse aussi. Tout à fait, il a absolument raison. Mais après, effectivement, entre guillemets, je pense qu'on pourra travailler dessus, essayer de peut-être communiquer à la fois avec son service, hein, c'est le chef du service de pédiatrie, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bruno Ménager, pour essayer de communiquer plus, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est quand même... voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop l'avenir, mais actuellement, ça paraît révolutionnaire quoi, par rapport contre les bronchiolites. Mais peut-être est-ce que ça va perdre en efficacité ou autre, on ne sait pas, mais pour l'instant, sur deux hivers, ça a l'air très, très efficace. Oui, d'ailleurs, il nous dit que la ceinture de sécurité est bien obligatoire sur la route, donc pourquoi pas un Beyfortus. Oui, bien sûr. Tout à fait. Le coup du méningite, c'est clair que ça vaut pas la peine. Ah, pardon, du méningo, oui. Excusez-moi. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, d'autres questions à poser à nos intervenants? Je vous partage dans le chat le lien vers un Padlet que nous avons réalisé au titre de la Semaine européenne de la vaccination. Vous pouvez retrouver certaines des informations. Si dans vos structures, vous avez besoin aussi de carnets de vaccination, vous pouvez en commander directement à Promotion Santé Corse. Vous avez mes coordonnées, donc je peux vous en fournir. J'en ai un certain nombre, donc si vous en avez besoin pour avoir directement dans vos services un petit peu de carnet de vaccination, vous pouvez m'en demander. Et si vous n'avez pas d'autres questions, mais je vais vous laisser rentrer chez vous si vous n'y êtes pas déjà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Alors, juste un mot, si vous voulez bien, Oui. avant de se quitter, le docteur Méchin de l'Agence régionale de santé. Donc, c'était pour remercier Promotion Santé Corse ainsi que les deux intervenants et donc, in fine, les centres de vaccination auxquels ils appartiennent et les activités qu'ils réalisent au service de la population corse. Et donc, moi, j'avais une interrogation
au-delà de la diffusion du webinaire qui permettra de toucher au-delà des participants, interroger ceux qui se sont connectés, qui ont pu prendre ce temps-là, de savoir comment on fait en sorte qu'il y ait plus de connexions et plus de confrères ou de personnes intéressées par ce type de webinaire qui puissent se connecter. Est-ce que vous avez des idées finalement pour diffuser ce type d'initiative qui est précieuse? Voilà, là on a l'actualisation des recommandations, on a une actualisation au niveau bibliographique et donc qui vient donner des arguments à présenter aux patients qui seraient hésitants. Donc ça, c'est des éléments intéressants de pratiques concrètes. Et donc comment on fait en sorte que ces éléments soient effectivement partagés au plus près des patients et par les professionnels de santé, voilà, qui puissent administrer et ou prescrire ces vaccins, qui s'est élargi. Voilà, donc c'est une question ouverte aux quelques connectés, donc je pense que chacun peut s'exprimer. On peut peut-être faire le tour de ceux qui sont connectés, au-delà des intervenants qui pourront compléter. Il me semble que la moitié des personnes qui étaient inscrites ne sont pas connectées, non? Il y a une histoire comme ça, il me semble. Oui, après, je sais qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient pas ce soir se connecter, donc ils regarderont le webinaire plus tard. Ah, d'accord. D'accord, mais là, par Est-ce qu'en exemple, diffusant par l'intermédiaire des URPS, est-ce qu'une diffusion par l'intermédiaire des URPS a été faite? Est-ce que ça aurait pu faciliter? Je ne sais pas. Oui, oui, ça a été fait en effet. Voilà. là, pour ceux qui ont pu se connecter, donc là, on a un commentaire, je crois que c'était le docteur Ménager, disant que les aurores étaient peut-être encore trop précoces. Donc, c'est toujours le bon équilibre entre ne pas prolonger de trop la journée des professionnels de santé, notamment en libéral, hein, mais c'est valable pour tous, et en même temps faire un horaire suffisamment tard pour permettre de finaliser un certain nombre de consultations. Voilà, là, je vois qu'il y a Madame Savin, il y a un nom Miserasi, il y a une connexion CS. Et puis, je ne sais pas si Michel Santoni est toujours connecté. Non, Je elle crois est pas. partie. Voilà, elle est partie. Elle est partie. Bon, peut-être si les trois personnes veulent se prononcer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes connecté, en fait? Si vous avez un intérêt particulier pour la vaccination, ou au contraire, vous avez vraiment besoin d'informations, ou vous avez pu vous libérer et comment ça se fait? Voilà, qu'on ait deux, trois éléments pour améliorer notre capacité à toucher le plus grand nombre, parce que c'est vraiment des informations précieuses. Ça tient sur un format plutôt court, 2 fois 20 minutes, sur les interventions qui pourront effectivement s'écouter ou se revisionner plus tard, hein, et donc c'est l'idée du Padlet et puis des circuits de diffusion qu'il faudra utiliser. Alors moi, je suis CS, donc je suis Sandrine Scholl, je suis infirmière au CLAD Cégide depuis une semaine et donc, à l'hôpital d'Ajaccio. D'accord. Et du coup, intéressée parce que je débute complètement dans ce service. Ça fait 15 ans que je suis infirmière, mais voilà, j'ai fait de la gériatrie, de l'ortho, de la réa, mais voilà, en vaccination, j'avoue que je débute réellement, vraiment, ça fait une semaine que j'ai commencé. Et peut-être, après, je pense que voilà, ça dépend aussi des catégories de professionnels, mais pour les infirmières, je pense que l'horaire est peut-être un peu tard par rapport à la fin de l'horaire de travail. Peut-être que c'est une raison, mais après, voilà, pour les médecins, il y a les consultations aussi qui sont beaucoup plus tardives. Et du coup, on ne peut pas faire pendant nos horaires de travail, quoi. Mais après, voilà, c'est intéressant parce que du coup, moi, je découvre tout. Donc, D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, on a eu le retour du docteur Ménager, mais on ne doute pas de sa réponse sur son intérêt. Je vous laisse vous exprimer du coup. Voilà, l'intérêt des pédiatres qui sont en première ligne. Et pour les 2 autres personnes connectées, si vous avez quelques éléments, après je ne vais pas vous trop être insistant, mais c'est que ça peut vraiment nous aider, nous, dans notre stratégie de diffusion de cette information.
voilà, et j'en ai fini avec voilà, ces quelques éléments de retour et puis les remerciements globalement à ceux qui se sont bien sûr connectés et aux qualités des interventions et à l'organisation de ce webinaire qu'on souhaiterait ne pas confiner, pour faire un vilain jeu de mots, autour de la semaine européenne de la vaccination, mais peut-être avoir 3 ou 4 temps, et en plus ces 3 ou 4 temps pourraient très bien correspondre aux besoins des professionnels de santé, à l'approche des différentes, on va dire, des moments stratégiques en pré-épidémique ou pendant une épidémie. Voilà, donc 3 ou 4 webinaires pour essayer de consolider les connaissances ou les stratégies auprès des professionnels de santé. Ça paraît quelque chose qui est susceptible d'améliorer finalement les couvertures vaccinales et puis l'appui aux professionnels de santé. Donc c'est ce qui a déjà été proposé par Promotion Santé Corps, c'est ce qui sera mis en place. Donc une infirmière référente santé dans les crèches, voilà, et ça a pu répondre à ces questions. Merci. Bon, je vous redonne la main à Madame Istria. Je vais clôturer donc et je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. C'était mon premier dans ce projet-là. Après, en effet, je vais vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation. N'hésitez pas à me dire justement si vous avez des remarques pour améliorer tout ce qu'on peut améliorer par rapport à ce webinaire et les prochains qui vont venir. Et, et n'hésitez pas à les fouiller dans le Padlet. Je vais peut-être prendre la main. Je vais vous montrer juste un petit moment son organisation. Donc, vous avez à la fois le site de référence que vous devez connaître, donc ça, je vais passer dessus, mais vous pouvez aussi télécharger directement les différents outils que l'on peut retrouver soit sur Santé publique France, soit même sur d'autres sites. Et surtout, j'y tiens absolument, c'est faire un fil d'actualité sur les différents rapports, sur tout ce qui sort concernant les différentes vaccinations, pour pouvoir justement garder un petit peu l'information régulière pour tous ceux qui veulent s'intéresser à ce thème qui, moi, en tout cas, m'a vraiment. Et j'y travaille en fait depuis 2008 avec Promotion Santé Corse et on suit le projet vraiment au fil du temps. Et on a fait évoluer pas mal les choses, ne serait-ce qu'en documentation, pour pouvoir essayer de donner l'accès à la documentation le plus facilement possible. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on essaye justement de coller au plus près pour pouvoir donner cette information en fait au plus grand nombre. Donc c'est vraiment un outil fait pour vous. Vous pouvez retrouver à la fois des affiches que vous pouvez imprimer. Il suffit pour ça de cliquer sur la vignette. Soit vous vous retrouvez sur le site de Santé publique France, soit c'est une affiche. Et ici, vous pouvez télécharger la pièce jointe et pouvoir ensuite l'imprimer. Soit imprimer directement depuis le petit bandeau ici. Et les vidéos, vous pouvez directement les visionner sur... Bon, là, j'ai pas mis le son, donc vous pouvez pas entendre, mais sinon, vous avez le son, vous pouvez l'extraire de l'outil et le regarder directement sur YouTube ou sur Dailymotion. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous proposer. Et je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne Merci à soirée vous. à tous. Merci Ok. à mes intervenants, en tout cas. Merci à vous tous Et aussi. merci à vous de nous avoir invités. Ouais. Merci pour l'invitation. Ouais. Allez, bonne soirée, bonne vaccination. Bonne soirée. Merci. Merci à tous.